Bonjour les premières, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai hâte de vous retrouver après les vacances pour vous occuper pendant les vacances parce que ça va aller très très vite la fin de l'année et il nous reste quand même encore un objet d'étude à faire, donc la poésie en l'occurrence. Je vais vous faire quelques vidéos pour introduire l'étude de Rimbaud, les cahiers de Douai. Il faut que vous pensiez à acheter le livre dans l'édition que je vous ai demandé. Et que vous pensiez aussi à l'apporter pour la rentrée. Voilà, donc je vais commencer très simplement par vous situer un petit peu l'œuvre dans son époque. Les cahiers de Douai, c'est une œuvre qui date de la fin du 19e siècle, entre mars et octobre 1870. À cette époque-là, au 19e siècle, vous le savez peut-être si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, il y a eu toute une succession de régimes politiques avec des guerres, des épisodes révolutionnaires. Et donc c'est une situation historique qui est quand même très particulière et qui est très instable, on va dire. Donc après 1789, si on essaye de resituer, il y a eu 7 régimes politiques qui se sont succédés. On pense par exemple à 1848, l'instauration de la Seconde République. Louis-Napoléon Bonaparte, vous le savez, c'est le neveu de Napoléon Ier. Il est élu président. Et il va faire un coup d'État le 2 décembre 1851 et devenir empereur le 2 décembre 1852, donc un an plus tard, sous le nom de Napoléon III. À ce moment-là va commencer le Second Empire, qui va durer de 1852 à 1870, c'est-à-dire au moment où Rimbaud va écrire les cahiers de Douai. Alors, c'est un régime très autoritaire qui va étouffer toute opposition et qui va donc durer pendant 18 ans. Mais Napoléon III est beaucoup moins populaire que Napoléon Ier. Et le fait qu'il essaye toujours d'avoir plus de pouvoir, plus de territoire, va provoquer des tensions avec les pays voisins, en particulier l'Angleterre et la Prusse. La Prusse qui correspond plus ou moins à l'Allemagne de notre époque. Donc en 1870, Napoléon III est inquiet d'une possible unification allemande et il va déclarer la guerre à la Prusse, qui est le principal État germanique de l'époque. Tous les États allemands se rangent aux côtés de la Prusse contre la France et finalement cette guerre se solde par une défaite à Sedan. L'empereur est fait prisonnier et donc, vu qu'il est prisonnier, chute du Second Empire. Paris se retrouve assiégé par les Prussiens et le nouveau gouvernement qui est réfugié à Versailles finit par signer un armistice. En mars 1871, les Parisiens se révoltent contre cette décision. Ils instaurent un gouvernement révolutionnaire qu'on appelle la Commune et que très peu de temps après, la Commune est violemment réprimée lors de ce qu'on a appelé la Semaine sanglante. Il y a eu énormément de personnes mises à mort au moment de cette commune de Paris. Alors ça, c'est au niveau historique. Au niveau technique, industriel et social, c'est une époque, le Second Empire, qui est marquée par un essor économique très important, un essor économique et un essor technique. C'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Ça, vous avez dû normalement le faire aussi dans votre cours d'histoire. À ce moment-là, la société va se diviser en deux grandes parties. La bourgeoisie qui va posséder les moyens de production, qui va être riche, et les ouvriers dont les conditions de travail sont déplorables et qui ont des salaires qui plus est misérables. Et c'est à cette époque que va faire son apparition un homme comme Karl Marx, qui va publier en 1848 le manifeste du Parti communiste, dans lequel il va dénoncer l'exploitation de l'homme par l'homme. Dans le titre, vous avez entendu manifeste du Parti communiste, donc on est sous un régime
ou du moins sous une utopie de régime politique où toutes les ressources de production pourraient être mises en commun et où il n'y aurait plus de bourgeois et de prolétaires, mais simplement des citoyens à parts égales. Par ailleurs, à cette époque aussi, d'un point de vue technique, on va avoir une grosse modification de l'état de Paris parce que va y avoir de plus en plus d'urbanisation, d'industrialisation, et il y a un préfet de Paris qui va avoir une grande importance, le préfet Haussmann. On reconnaît dans son nom le fameux boulevard Haussmann. Il va complètement modifier l'image de Paris en détruisant des quartiers entiers, des quartiers plutôt insalubres, et en traçant, vous savez, des grandes avenues qui se croisent comme ça. Et puis, pour terminer ce petit point sur l'époque, évidemment, un point sur la littérature et les arts. Dans la première moitié du 19e siècle, si vous vous souvenez bien de vos mouvements littéraires, on avait eu le mouvement du romantisme, qui se caractérise par la nostalgie de la Révolution, par l'admiration pour Napoléon Ier, par la présence perpétuelle d'un je qui raconte son expérience et qui va surtout parler de ses sentiments et de ses émotions. Tout ça, dans la deuxième moitié du 19e siècle, ça disparaît. On en a marre, on veut faire quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité. C'est ce qu'on a appelé le réalisme. Et donc, à ce moment-là, les romanciers ils vont analyser les mécanismes de la société en introduisant tous les types de personnages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les nobles ou que les bourgeois qui ont droit de cité en littérature, les paysans, les ouvriers, les étudiants vont aussi avoir leur place dans le roman. Et puis, à la fin du siècle, en particulier justement après 1870, il y a Émile Zola qui est théoricien du naturalisme et qui va essayer d'aller encore plus loin en essayant de disséquer le réel comme un scientifique, comme en prenant les humains comme si c'était des papillons, on les épingle et on les analyse. Le but du naturalisme, c'est aussi d'éveiller les consciences sur les questions sociales. Vous le savez peut-être, Zola a écrit des œuvres comme Germinal qui va dénoncer la vie dans les mines et dans les corons, donc pour éveiller ses consciences au fait que il n'y a pas de sous-citoyen et que tout citoyen a droit au même respect. En poésie, on va avoir aussi, alors évidemment, quelqu'un qui va avoir une grande importance, c'est Charles Baudelaire. Baudelaire qui se situe, en fait, on a coutume de dire que c'est le précurseur de la poésie moderne parce qu'il se situe finalement à la jonction entre le romantisme et ce qu'on a appelé plus tard le Parnasse et le symbolisme. Tout ça, ces mouvements-là, Parnasse, symbolisme, s'éloignent complètement des réalités sociales et vont plutôt chercher tout ce qui est spirituel, rechercher le beau avec un grand B, si vous voulez. Voilà, et Arthur Rimbaud va être lui aussi à la croisée du romantisme, du symbolisme et du Parnasse, à la manière de Charles Baudelaire. Et puis, dans les cahiers de Douai, après sa rencontre, on va le voir tout de suite avec Paul Verlaine, Rimbaud va adopter une écriture plus orientée sur le symbolisme qui est fondé sur le mystère, la suggestion, la musicalité. Voilà, donc pour cette première petite vidéo, j'espère avoir été claire et concise. Je vous recommande de prendre des notes par rapport à cette vidéo parce que je vous poserai à la rentrée quelques questions sur l'époque à laquelle Rimbaud a écrit les cahiers de Douai. Et je vous poste également à venir une biographie rapide de Arthur Rimbaud. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite.